Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Face à Face. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. C'est vrai que l'actualité était riche. Moukouna, pourquoi pas en parler. Il y a l'affaire du juge, il y a les Covid, il y a beaucoup d'autres choses. On va en parler. Mais d'abord, avant tout, il faut rappeler une chose. Je reçois quelqu'un que je reçois toujours. L'autre, la fois passée, il avait utilisé les armes non conventionnelles. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas, moi aussi j'ai amené des armes non conventionnelles. Mais s'il est conventionnel, on gardera les armes conventionnelles. Mais s'il entre dans les non conventionnels, on utilisera les armes non conventionnelles. Il s'appelle Félix Kabala, il est le communicateur et la voix autorisée du président de la République. Félix Kabala, comment allez-vous? Je me porte bien, Christian Bossembe. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord compatir au malheur qui vous arrive pour toute la famille, la perte de toute une famille décimée dans une tragédie pour laquelle la lumière doit être faite. Nous pensons à la famille de disparus, vous également, voir un jeune homme avec un bel homme, avec un avenir si prometteur et partir comme ça, qui avait déjà fondé un foyer avec une femme, un enfant, bébé, un autre en conception. Ça ne peut que faire mal et je me mets à la place de tous ceux qui sont touchés, les proches. Je me dis courage, que Dieu vous fasse grâce, vous fortifie dans cette épreuve si difficile. Merci beaucoup Félix Kabala. Il faut rappeler qu'il avait 36 ans seulement. Donc il avait toute sa vie devant lui. Mais bon, il y a des gens qui ont décidé de mettre le feu dans sa maison et arrêter sa vie, arrêter la vie de sa femme, la vie de son petit bébé. Et c'est quand même douloureux, mais nous savons maintenant que les choses vont quand même évoluer. Nous croyons, nous pensons que l'État va agir, parce qu'il est quand même important que l'on sache, parce que ces cas arrivent très souvent à Kinshasa, où les gens, quand ils ont des problèmes avec les autres, ils viennent mettre le feu dans leur maison et simuler les incendies. Bon, je crois qu'on en parlera aussi. Mais avant tout, il y a ce matin, je crois, je me réveille avec un audio, une vidéo de vous, Félix Kabala, fustigeant le gouvernement, disons le cabinet du président, vous demandez l'aide des mamans Marthe, qu'elle agisse, sinon c'est compliqué. Et vous dites dans l'audio, Vital Kamerhe avait les intentions de tuer le président de la République, qu'il était très dangereux. Et vous dites même que vous n'avez pas une très belle voiture, vous avez une voiture de Kimpi en tout. Il faut trouver une très belle voiture pour un communicateur du chef de l'État. Alors, et puis après, j'essaie de voir, parce que moi je vous connais assez discret. Je suis étonné que vous puissiez je dirais, vous donner un spectacle comme ça. Alors je me dis, bon d'accord, on va aller dans Facebook. Et quand je vais sur Facebook, je trouve quand même une réaction comme quoi vous ne reconnaissez que la photo, mais pas l'audio. Pourtant, le même timbre vocal, la même respiration, pratiquement la même voix. Esayo Toyote. Merci beaucoup Christian Bossembe pour cette belle question. Elle est très pertinente parce qu'il s'agit de l'honneur et de la personnalité engagée d'une personne, et les réseaux sociaux qui ne sont pas un tribunal pour les uns et les autres, mais certaines personnes le choisissent pour se régler des comptes. Je vais prendre de la hauteur par rapport à cet élément audio, vidéo qui a été mise en ligne, qui porte ma photo et mon nom. Donc, c'est que moi je peux dire, la seule et unique chose que je reconnais de cette vidéo audio, c'est ma photo et mon nom. Ma photo, elle est authentique. Et d'ailleurs, celui qui a fait ce montage a vraiment choisi l'une de mes plus belles photos et je lui dis merci pour cela. Et mon nom, je le reconnais que c'est mon nom qui est là collé dessus. Quant au reste, je ne sais pas. Mais c'est des problèmes criants. C'est des problèmes existentiels. Tout le monde en parle. J'étais plusieurs fois câblé des questions ici sur la même chose. Mais là, vous vous rendez compte que peut-être vous avez ça aussi, mais vous ne pouvez pas le dire. Je comprends. Vous savez, nous devons laisser l'espace libre à l'opinion publique de s'exprimer parce que nous sommes dans un état de droit. C'est un état de droit prôné par tout le monde, par les Congolais qui le veulent. En première position, c'est le président de la République. Moi, je ne veux pas m'adonner dans un spectacle dans lequel je suis en train de tirer sur tel ou Y, X ou Y. Je reste droit dans mes bottes et je me dis que ce que le Congolais dise, nous intériorisons cela pour améliorer. Imaginons que c'était une vidéo sexy de toi.
Bon, vous savez, je suis assez prudent pour ne pas d'abord aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. Et de deux, je ne trouve pas intérêt à me mettre en spectacle dans toute forme de vidéo ou audio quelconque. L'actualité, c'est aussi ce qui se passe au niveau de la présidence aujourd'hui. Beaucoup de morts quand même. Beaucoup de morts. On entend des poisons, des rumeurs, comme quoi la première dame aurait fui avec les enfants parce que le climat n'est pas bon. Alors, vous qui fréquentez les milieux, les lieux, dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce le poison? Est-ce la sorcellerie? L'envoûtement? Et si la première dame a véritablement fui? D'abord, premièrement, j'aimerais démentir avec force et énergie. La première dame ne craint rien, elle n'a fui personne, elle n'a peur de rien du tout. Vous savez, hormis le fait qu'elle est première dame de la République, c'est une mère. Elle a des enfants qui étudient encore. Et vous connaissez très bien, avec cette pandémie mondiale, il y a eu des moments où tout le monde était confiné. Mais après, il faut passer du confinement au déconfinement. Et les calendriers en Europe scolaire est en train d'être déroulés pour reprendre les activités scolaires. C'est vrai, il a des enfants, ce sont les enfants du couple présidentiel. C'est vrai qu'ils peuvent étudier à distance, être ici, faire ce qu'il faut avec leurs établissements scolaires à distance. Mais il y aura un moment où elles auront besoin d'être sur place pour faire certaines activités qui pourront leur permettre d'être pratiques et beaucoup plus efficaces. Alors, en tant que mère, elle a pris ses responsabilités pour accompagner les enfants. Oui, les enfants ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas partir seuls après avoir passé un si bon moment avec eux ici, pendant tout ce temps de confinement concernant la pandémie à Covid-19. Mais alors, ceux qui pensent que les aéroports sont fermés, mais comment la première dame a trouvé les moyens de partir? Est-ce qu'il y a un traitement privilégié par rapport à son statut, ou elle est censée respecter la loi comme tout le monde? Elle respecte la loi, mais on doit être réaliste. Elle est la première dame. Elle n'est pas au-dessus de la loi. Mais devant certaines situations de cas de force majeure, on facilite la tâche à une personne de son rang. Parce qu'on a une famille. Et cette famille, ce sont des enfants qui étudient là-bas. Savez-vous combien d'enfants ont été arrêtés ici, bloqués ici, qui ne peuvent pas rentrer en Europe parce que c'est bloqué? Je comprends. Alors pourquoi le traitement serait différent pour la première dame et pas les autres? Il n'y a pas de traitement différent ici. La première dame de la République a les moyens nécessaires qui lui permettent de retourner en Europe pour aller avec les enfants. Parce que moi, je n'aborde que le point éducatif. Je n'aborde que l'angle éducatif. Elle a le droit d'accompagner ses enfants. Elle a le droit, parce que vous savez, si l'on doit comparer la première dame avec la situation de certaines autres personnes, qu'on soit réaliste, elle est la première dame, l'État met tous les moyens à sa disposition pour qu'elle ne puisse pas avoir des difficultés, comme vous et moi, on peut les avoir. Parce que si la première dame commence à avoir des difficultés, vous imaginez un peu comment est-ce que ça peut créer un peu des difficultés aussi autour de nous? Pensez-vous que lors d'un couvre-feu en France, la femme du président peut sortir parce qu'elle est la femme du président alors qu'il y a couvre-feu? Vous avez vécu en France, votre réponse va me suffire. Si c'est une urgence et si c'est un cas de force majeure ou une nécessité, elle sortira sous couverture. On acceptera que quelqu'un d'autre le fasse aussi s'il présente les mêmes urgences? Elle sortira sous couverture. Toutes les autres personnes ont dit, vous savez, nous parlons tous la langue française. Il y a toujours exception à la règle. Alors, s'il y a exception à la règle, pourquoi pas elle peut bénéficier de cette exception? C'est tout à fait normal. Donc, je veux dire, Madame Denise, elle est dans le cadre des exceptions à la règle. Elle peut toujours être dans le cas des exceptions, ça ne pose pas problème. Parce que même quand le pays est déconfiné, avant le Covid, ou pendant ou après le Covid, elle sera toujours dans des cas d'exception. Parce que vous n'allez pas permettre à la première dame de prendre une voiture normalement, aller à travers le boulevard jusqu'à l'aéroport. Non, il y a l'escorte, c'est une exception, non? Il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai la question au niveau du poison. Revenons sur la question du poison. Madame n'a pas fui le poison. Rien du tout. Elle n'a pas été empoisonnée. Elle n'est pas empoisonnée. Le président n'a pas fait des malaises ces derniers temps. Même pas.
Parce qu'il se rend compte que le président aurait fait des malaises. C'est au conditionnel. Oui. Aurait fait de malaise. Oui, oui. C'est une supposition. Exactement. Elle sert des vérités Nous voulons comme confirmer. aussi des rumeurs. Pouvez-vous confirmer l'information? Le président se porte il est en très bonne santé. N'est-il pas en danger? Le président n'est pas en danger. Tout ce qui meurt au niveau de la présidence, ce n'est pas un signe pour le président? Le président peut se poser des questions, mais le président ne peut pas être agité. Le président peut tenter de voir quelle est la réalité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tel ou tel est mort ou décédé. Lorsqu'on lui apporte le rapport, il reste calme, il est toujours serein. Et le connaissant, ce n'est pas le genre de personne qui s'agite. Savez-vous que depuis que l'avion est tombé, Oui. le crash de l'avion, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de résultats. La boîte noire était partie, mais nous ne savons pas si la boîte noire a été noircie là-bas aussi. Mais bref, on n'a jamais eu de résultats sur la boîte noire. Le président ne fait que compter des morts dans son entourage, au point de toucher sa propre famille quand son père est parti. Je parle de son oncle qui est tombé. Et puis finalement, ça s'est suivi comme ça des gens qui sont partis aussi. Quelle est la lecture du président par rapport à ce nombreux cas de morts? De faire la lumière sur ces cas de personnes décédées, mais faire la lumière ne voudrait pas dire extrapoler. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, entre autres moi aussi victime, les gens ont choisi de régler leurs comptes à qui ils veulent dans les tribunaux populaires, sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et sur WhatsApp, sur Facebook, excusez-moi de la publicité, mais on doit le citer parce qu'on l'utilise nous tous, ou bien sur YouTube, par vidéo interposée. Donc la lecture du président est simple. La lumière doit être faite, et quand elle est faite, on ne s'agite pas, on ne tergiverse pas, et s'il y a quelque chose de négatif sur un rapport X ou Y, les services compétents seront là pour agir. N'est-il pas fatigué d'aller au deuil? N'est-il pas fatigué de faire le deuil de ses proches? Si on doit parler d'être fatigué d'aller au deuil, la République démocratique du Congo est en deuil, ça fait combien d'années? Plusieurs décennies. Les 10 millions de morts que cette République a connus, est-ce qu'on devait aller à 10 millions d'enterrements? On a tous compati. Nous n'allons pas extrapoler, nous allons faire la lumière. Les services compétents répondront en temps et en heure, et la première personne en première ligne qui connaîtra la vérité sur tout, c'est le président de la République. Donc ce n'est pas le poison. Je ne parle pas du poison. Ce n'est pas non plus le Covid. Je ne parle pas du poison, je n'exclus pas aussi l'hypothèse. Vous comprenez? Donc je suis très clair là-dessus. Le Covid est l'hypothèse la plus plausible qui puisse exister parce que c'est une pandémie qui touche tout le monde. Très bien. Le président, comment a-t-il appris la nouvelle de la mort du juge? C'est quand même assez affreux. Le juge, je rappelle les circonstances, les juges, sereins, posés, calmes, décident de faire appeler Madame Hamida à la barre. Et a eu le propos que vous avez tous entendu. Monsieur avait la voix audible, que tout le monde entendait. La voix du juge était beaucoup plus audible que la voix de l'avocat qui n'avait pas de masque. Mais on a demandé à monsieur le juge qui avait un masque différent de celui des porteurs, qui lui laissait le temps de respirer. On lui demande d'enlever le masque, il met un autre masque. La personne qui met un masque, un peu comme celui qui a amené le micro à Papa Wemba sur, je crois, la scène à Abidjan. La scène à Abidjan. Le juge tousse immédiatement. Mais quelques temps avant, on voit Vital Kamere faire le signe de masque avec sa main. Et la nuit, le juge succombe. Alors, ça fait finalement de bruit terrible. On se pose la question, que dit le président en ce moment-là? On va être honnête et sincère. Personne au sein de cette République, en commençant par le premier citoyen de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne pourrait dire n'avoir pas été surpris de l'annonce du décès du juge. C'est vrai, le juge était à la tête d'une instruction hautement sensible, celle dite de 100 jours, où il y a une partie civile et on a aussi la partie accusée. Ce qui s'est passé,
la famille, l'opinion publique et le corps de la justice, le magistrat. Tous ces trois tendances, ou toutes ces trois catégories ont tous demandé qu'il y ait une autopsie qui démontre quelles sont les causes ayant amené ces juges qui, en si peu de temps, s'est fait une admiration auprès de l'opinion publique, parce que l'opinion publique se dit, nous voulons connaître la vérité. Mais, d'un autre côté, nous n'allons pas aussi extrapoler, parce que l'extrapolation dans une affaire pareille est très sensible. Il ne faut pas se mettre à accuser ou pointer du doigt l'un ou l'autre. Moi ici, je dirais, bon, nous avions tous vu la vidéo. Quel était le commentaire du président? Non, le président n'a rien dit. Entre vous, quand même. Mais écoutez, mais vous discutez avec le président. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit en quelle langue? En lingala, en français, en chiluba? Comment il dit? Comment ont-ils réagi? Que les services compétents qui ont pris les devants pour élucider les circonstances de la mort du juge, qu'ils fassent leur travail et lui reste au-dessus de la mêlée, l'église au milieu du village. Ça, c'est trop sérieux pour la télé. Moi, je parle de la personne que vous avez rencontrée, pas le président de la République, Félix Tshisekedi, que vous avez rencontré. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, quand je vu ça, j'ai dit, Mama Nangaye Mbukaoyo. Lui, il a dit quoi, par exemple? Le président de la République? Oui. Il est resté serein et calme. Attendez, mais c'est pas un robot, c'est un homme qui a des émotions, qui a des sentiments. Dites-nous ce qu'il a dit, lui. En lui donnant les explications de tout ce qui a été dit dans la presse, dans les médias, sa réponse est que je vois et je comprends. Vous savez, l'image que vous voulez donner du président, c'est quelqu'un de très insensible. D'accord? Quand il voit quelque chose, il revient d'abord. Il est président, votre honneur, son excellence. Mais attendez. Il a des sensibilités. Oui, mais c'est un être humain. Un être humain, alors dites-nous. Il est sensible. Oui. Chaque perte en vies humaines au sein de la République touche toujours le premier citoyen de la République. Qu'est-ce qu'il a dit quand la personne du président de la République? Est-ce qu'il est au courant? Il a regretté. Est-ce qu'il est au courant? Il regrette de cette mort brusque et brutale. Alors voilà ce que je ne comprends pas du président. Oui. Les juges est décédé, le président n'a fait aucune déclaration. Si vous en savez, vous pouvez me dire. Une famille décimée à Limété, d'abord, c'est la commune du président de la République. Le président connaît bien Limété, parce qu'il est fils de Limété d'abord. Une famille est décimée, emportée par le feu, et le président ne fait aucune déclaration. Le gouverneur de la ville, aucune déclaration. Le premier ministre, aucune déclaration. Le ministre de la Solidarité, aucune déclaration. Le président de l'Assemblée nationale, personne n'en parle. Je ne parle pas parce que c'est ma famille à moi, mais je parle parce que c'est une famille où il y a eu un homme, une femme, une belle-mère, et un bébé, et puis un enfant en gestation. Personne n'en parle. Alors, est-ce que vous voulez nous dire que ces gens-là ont un amour pour le Congolais? Quand on voit en France, quand une personne est brûlée, le président français fait soit un tweet, soit une publication sur Facebook, où il communique tout simplement pour montrer sa compassion. Mais là, on a vu ça, c'est bizarre. Bon, ça me rappelle Kabila aussi, à l'époque. Kabila aussi a vu une famille tuée à Limété. Cette fois-ci, c'était, je crois, à Rompo-Ngaba, où il y a eu 7 personnes qui ont été décédées, tuées dans le feu, mais aucune déclaration du pouvoir, même pas une seule. Non, moi je peux vous dire une chose. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le temps de pouvoir observer l'information. Ce qui circule dans la toile, il a le temps d'être informé, ou peut-être quelques minutes de voir et de regarder, à gauche et à droite. Certainement, le président de la République est informé, et il connaît. Il est au courant de ce que vous êtes en train de dire. Il est au courant qu'une famille a été emportée par le feu? Il est décimé par le feu? Il est au courant. Vous lui avez dit ou il a vu lui-même? Le président de la République est au courant. Vous lui avez dit ou il a vu lui-même? Il a lu l'actualité. Il a vu cela. D'accord. Et c'est quoi les mesures qu'on va prendre? Je ne peux pas me mettre à la place des autorités compétentes en la matière. S'ils ont été saisis assez rapidement par la famille, je crois qu'ils vont se manifester. En l'occurrence, Limété est à Kinshasa. Si le bourgmestre de la commune de Limété a été saisi, et que plus haut, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, a été saisi, le président de la République, qui, à travers la presse écrite, a lu, a vu,
Je pense que les services compétents Pourquoi feront leur n'a-t-il pas travail. fait une déclaration, le président? Vous savez, Vous ne lui avez pas conseillé comme ça? je ne peux pas dire ça. Vous savez, il y a des fois où il faut choisir à faire la bonne analyse et une très bonne interprétation. Il se pourrait que le président, là où il se dit, cette famille décimée à Limété, quelles sont les causes et pourquoi un jeune homme marié avec un bébé et un autre en cours de route, décimé, dans un feu pareil, c'est quoi cette forme de tragédie? Il se pose ces questions. Mais d'un autre angle également, on peut découvrir qu'il y a 1 million d'autres dossiers aussi qui arrivent. C'est à sa discrétion, à lui, uniquement et personnel, de se dire quel sera le geste à faire ou l'attitude à adopter. Parce qu'il ne faut seulement pas que le président parle, ou que le président tweete, ou que ses services parlent, mais les services compétents, selon la hiérarchie dans l'administration publique, peuvent prendre les devants. Si le bourgmestre de la commune de Limété se pointe sur le lieu, c'est aussi quelqu'un qui représente le chef de l'État au sein de sa commune, qui représente le gouverneur de la ville de Kinshasa au sein de sa commune. Pas forcément le président de la République qui doit faire le déplacement, mais si il choisit de faire ces déplacements, ça sera parmi les cas exceptionnels, comme on le dit, l'exception qui confirme la règle. Je suis très d'accord avec vous, mais là où je suis embêté un peu, c'est de penser que là où il y a des feux ou là où il y a des tragédies, là où le président se rend compte, disons, se rend sur place, c'est pas qu'il n'y a pas des juges, c'est pas qu'il n'y a pas des gouverneurs ou des bourgmestres là-bas, mais c'est par rapport à la considération qu'un président a par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses administrés. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais bien souhaité que le président se rende sur place. Ça aurait été bien pour la communication, mais ça aurait été aussi bien pour lui, en tant que président de la République, pour montrer en réalité qu'il est à côté de son peuple. Si c'était quelqu'un qui est tué seul, dans un feu, on peut comprendre. Mais là, il s'agit d'une famille. Et il faut dire ici que Junior n'a jamais eu d'enfant en dehors de la maison, donc il n'avait qu'une seule femme, la femme n'avait qu'un seul homme, ce qui fait que les deux ont disparu de l'histoire de l'humanité. On ne parlera plus jamais d'eux parce que quelqu'un a décidé comme ça, ou le sort en a décidé ainsi. Le caractère spectaculaire, mais aussi particulier de la scène, aurait voulu que le président vienne. Mais bon, quand cela ne tienne, la présence du président n'allait peut-être pas le ressusciter, ou le président a peut-être un autre moyen, un autre agenda, on n'en vient pas. Mais bon, il y a une autre question, c'est la question du juge. Félix Kabala, est-ce que le président est au courant que les juges ne sont pas protégés? Est-ce que le président est au courant, pour avoir été en France, pour avoir été en Belgique, pour avoir été aux États-Unis, que tous les juges, quand ils sont devant des grandes affaires comme celle-là, qui met en difficulté la liberté des gens et surtout l'avenir politique des gens, parce que c'est un procès, comme vous l'avez dit, c'est un procès des grands enjeux. Il y a des gens qui peuvent perdre leur vie politique, qui peuvent perdre leur carrière politique, d'autres peuvent perdre leur liberté. Alors, est-ce que le président avait mesuré ou continue à mesurer les risques que courent nos magistrats et nos juges qui vivent à Bandal, à Kimbanseke, à Ndjili, à Kingabwa, et l'État ne maîtrise rien du tout de comment ils vivent, leurs faiblesses sociologiques, leurs faiblesses financières. Est-ce que le président a conscience de tout ça? Le président est conscient de tout cela. La sécurité de juges, de magistrats, de tout ce qui travaille dans cet ensemble de corps de la justice, leur sécurité personnelle est une priorité du commandant suprême. Les prescrits de la Constitution sont clairs. En son article 69, le président de la République, c'est les juges suprêmes. Il assure par son arbitrage le bon fonctionnement. Le magistrat suprême. Le magistrat suprême, merci beaucoup. Il assure par son arbitrage le bon fonctionnement de pouvoir public et des institutions. Il est le garant de la Constitution. Vous savez, cette question est une question d'analyse profonde parce que il faut toujours regarder dans tout système. Il n'existe aucun système parfait dans ce monde. De tout ce que l'humain a créé, il n'existe rien de parfait à plus de 100%. Il y a toujours une petite faille quelque part, il y a toujours un espace par lequel une erreur peut s'infiltrer
Mais je ne dis pas que le juge n'avait pas la sécurité, parce que vous poserez la question au général de la police de la ville province de Kinshasa, le général Kassongo. Il vous dira qu'il était protégé. Alors moi, je ne viendrai pas ici pour dire le contraire. Non, il était Sauf protégé comment? Mais attendez. Comment était-il protégé? Par rapport à l'instruction, c'est-à-dire pendant tout le déroulement de l'instruction, l'instruction en soi elle-même est sécurisée. Quand on dit sécurisée, elle ne concerne seulement pas le juge, elle concerne tout l'ensemble de ceux qui y participent. Sauf que il y a de voix qui se lèvent pour dire qu'il faudrait une sécurité rapprochée. Je ne suis pas un expert de la sécurité en matière sécuritaire, mais je sais de quoi ces gens parlent. Une sécurité rapprochée. Le terme rapproché, j'ai entendu cela quelque part et je suis en train de vivre ça quelque part, dans une institution quelque part. Vous comprenez? Alors, cette préoccupation que l'opinion publique lance comme alerte vers le président de la République, parce que c'est lui le garant de la nation, le président ne reste pas inaudible à cette demande. Le président de la République s'adressera aux experts autour de lui et donner suite à cette clameur publique que veut le peuple pour le juge, pour la justice, afin qu'elle puisse fonctionner dans toute son indépendance. Vous dites que le président a des experts autour de lui. Il a des experts. Pour quels résultats aujourd'hui? Vous savez, les résultats, moi, je ne les discute pas. Parce que les résultats, les degrés de pourcentage de résultats, parce qu'on dit toujours, on place la barre de réussite au-dessus de 50%. Est-ce qu'ici, aujourd'hui, je serais à mesure de vous dire que la réussite est au-delà de 50%? Je ne saurais pas vous le dire. Parce qu'il me faut des paramètres, des éléments pour que nous puissions mesurer et jauger le degré de réussite dans certains concepts qui ont été mis en avant pour la bonne marche de la République. Allons-y si vous voulez sur ce terrain-là, on va sortir rapidement, parce que vous serez très mal à l'aise certainement, mais allons-y quand même sur ce terrain-là. Qu'est-ce qui a changé depuis que Félix Tshisekedi est arrivé dans les quotidiens des Congolais? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Lorsque vous arrivez à l'aéroport de Kinshasa, quel est le changement que vous avez vu depuis que Fachi est au pouvoir? Les gens ont vu un seul changement, ou peut-être deux changements. Le premier, c'est qu'on déclare aujourd'hui, quand on arrive, on peut déclarer son visa, je ne sais pas comment vous dites, appliqué, quelque chose comme ça. Quelque chose de bien. Oui, c'est très bien. Il faut prendre en considération. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Ça a aidé ce qu'on appelle toute la diaspora, toute catégorie confondue. Je parlais des changements. Ceux qui ont été contre lui et pour lui, ils arrivent tous aujourd'hui, quand bien même ils continuent à dénigrer le président sur les réseaux sociaux. Quand ils atterrissent ici, ils bénéficient tous de la grâce de celui qu'il dénigre régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui, parce que lui aussi a bénéficié de la grâce du peuple. Donc c'est la même chose. C'est tout à fait normal parce que le peuple, c'est tout à fait normal parce que le peuple ne peut pas se diriger seul. Oui, il a besoin d'un leader et une classe pour le diriger. Permettez-moi d'avancer. 15 mois, le président Félix est au pouvoir. L'aéroport est toujours le même. Pas de peinture. Le même. Les mêmes difficultés que les agents de la DGM avaient avant sont les mêmes difficultés qu'ils ont aujourd'hui. De la même manière qu'on demandait l'argent à l'époque, de la même manière on demande l'argent aujourd'hui. La saleté. Tout ce qu'il y avait avant et continue aujourd'hui. En route, quand vous sortez de l'aéroport, le même travers que l'on avait décrié à l'époque de Kabila continue aujourd'hui. Ce sont les mêmes receveurs qui sortent tête en dehors du vote, de leur combi, qui n'ont pas d'éclairage, qui n'ont rien du tout. C'est le même roulage qui demandait l'argent hier, sont le même qui continue à demander l'argent aujourd'hui. À un moment donné, on a envie de se dire, qu'est-ce qui a véritablement changé dans le quotidien du Congolais, 15 mois plus tard? Premièrement, je n'aimerais pas dire que rien n'a changé. Je n'ai pas dit non plus ça. Dans le quotidien du Congolais aujourd'hui, plus de 2 500 000 enfants qui n'étaient pas dans le circuit scolaire, aujourd'hui le sont. La gratuité de l'enseignement. Le président de la République a donné un coup de pouce au pouvoir d'achat qui continue à être pas si conséquent de Congolais, de certains ménages, ou qui peuvent aujourd'hui rêver d'envoyer leurs enfants aux études sans penser à sortir de l'argent de leur poche. Oui. Premier élément. Ils vont s'asseoir par terre parce qu'ils n'ont pas des bancs. Ils vont s'asseoir par terre parce qu'ils n'ont pas des bancs. Ils vont rentrer à la maison chaque fois qu'il va vouloir pleuvoir parce qu'il n'y a pas de toiture. Ils vont devoir ne pas être enseignés parce que les nouvelles unités n'ont pas été payées.
excusez-moi, ce n'est pas la faute du président de la République. Il a donné son point de vue, la gratuité de l'enseignement, mais à qui il a confié cette histoire? C'est la grande question. Quand vous avez un ministre de l'enseignement qui est en même temps promoteur des écoles privées, et que bien qu'il y ait des dénonciations de toutes sortes de sabotages au sein de ces ministères-là, et qu'il n'y a toujours pas de sanctions, et qu'il n'y a toujours pas de poursuites judiciaires, on se pose la question si le président est au courant de tout ça. Le président est informé de tout. Et vous savez... Informé de tout, mais ne réagit toujours pas. Mais attendez, on ne va pas quand même, vous savez, diriger une nation comme la République démocratique du Congo, on pèse 90 millions d'habitants. Oui, avant, quand on est allé postuler pour être président, on fallait penser à ça, qu'on va porter 80 millions d'habitants. On porte 90 millions d'habitants comme poids dans ses mains au quotidien, matin, midi et soir. Il y a des priorités. Il y a certaines nécessités. La gratuité de l'enseignement était une disposition constitutionnelle. Elle a été mise en avant en application par sa volonté. Aujourd'hui, ce sont des ménages entiers qui en bénéficient. Mais ce qui se passe autour de la gratuité de l'enseignement, ce sont certains aléas pour lesquels, là où il y a abus, la question sera adressée respectueusement pour corriger cela. Je ne serai pas ici, il ne faut pas, nous n'allons pas stigmatiser le ministre de l'Éducation, M. Bakonga, qui est un promoteur des écoles privées. Mais attendez, les écoles privées ont droit de recevoir une certaine promotion parce qu'il y a des parents qui ont choisi de laisser leurs enfants dans les écoles publiques ou dans des écoles privées. Alors ce n'est pas parce que la gratuité de l'enseignement arrive en République démocratique du Congo que ceux qui étudient dans des écoles privées puissent se sentir marginalisés ou créer un mouvement. Non, il faut chercher le bon équilibre entre cette mesure... Vous répondez à autre chose, moi je ne suis pas... Non mais exactement, c'est ça. Il y a eu des unités qui ont été payées, c'est par phase. On a vu des nouvelles unités être payées, on a vu le travail qui est en train d'être fait par le ministre et son vice-ministre Didier Boudimbu, que je connais très bien, qui est un frère pour moi également, que je salue en passant. Ils sont en train de travailler ensemble avec le ministre Bakonga pour répondre aux aléas qui permettent à ce que l'on ne puisse pas avoir trop de difficultés dans la mise en application de la gratuité de l'enseignement. Certainement, il faut construire des écoles. Certainement, il faut cartographier, il faut avoir une cartographie scolaire des milieux ruraux, là où on ne trouve pas d'école. Comment est-ce qu'il faut mettre les outils nécessaires, les infrastructures permettant à ce que ces zones rouges puissent être désenclavées d'une manière éducative. C'est pas ce qui est fait. Vous savez, moi j'ai parlé de M. Willy. C'est à l'étude, monsieur. Oui. Monsieur Bossembe, oui, c'est à l'étude. Alors si c'est à l'étude, on n'engage pas les gens. On ne peut pas engager les gens en train de faire des études. Sinon non, mais quand on engage les gens, c'est-à-dire il y a des dispositions déjà prises pour que ces gens engagés puissent faire un travail. Mais ce n'est pas les cas. Moi, je vous dis, en tant que journaliste, ce n'est pas les cas. Vous avez suivi les rapports de Tony Mwaba, qui est avocat, qui a porté plainte. Mais je parle par rapport à ça. Oui, justement, parce qu'il a dénoncé, parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Il y avait des fictifs, oui. Alors, il y en a beaucoup. Monsieur Didier Boudimbu, pardon, j'ai plusieurs fois eu le sentiment qu'il aurait pu être ministre, je ne sais pas moi, titulaire, je crois. Peut-être, moi, j'ai ce sentiment-là, mais ça va être subjectif, ça ne sera pas peut-être important d'en parler, mais je me suis toujours dit pourquoi lui n'était pas ministre de tutelle et faire du ministre actuel celui qui vient après. Je ne conçois pas, moi personnellement, que le ministre de l'enseignement soit en même temps promoteur des écoles privées. C'est un conflit d'intérêts, ça ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas être gérant des entreprises publiques alors qu'on est lui-même un grand promoteur des entreprises privées. Il y aura toujours une comparaison, une concurrence déloyale. Et ça, c'est moral. Mais est-ce que le président a une nécessité? Je le dis parce que vous avez dit que le président a des experts autour de lui. Voilà pourquoi je me pose la question, que font les experts? Que font les experts du président? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'est-ce qu'ils lui donnent comme conseil? Les experts du président, les conseillers du président, ses collaborateurs en général, ses assistants, ce sont des personnes qui sont à l'étude pour bien peaufiner ces plans de l'effectivité de l'application de la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que d'où nous venons, où nous sommes, et là où nous devons aller, il y a un travail énorme, titanesque, qui doit être réalisé. Vous vous imaginez que
il y a eu de budgets, de gros budgets, mis en évidence, mis en avant pour l'enseignement, pour lesquels ces budgets allaient ailleurs. Alors, ce travail de pouvoir nettoyer, filtrer, coordonner, ce n'est pas un travail qui s'est fait en un an. C'est que le président a fait, il a activé la disposition constitutionnelle et pour répondre à certains aléas, certains déshydratats de cette disposition, ils sont allés en phase. En phase, dans la phase, on a vu clairement qu'il y avait des nouvelles unités, il y avait l'amélioration qui va continuer des salaires des enseignants par rapport à la nouvelle disposition. Moi, j'ai fait le tour du Congo, sinon une partie, pour aller vérifier ça. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, M. Félix Kabala, retenez la date d'aujourd'hui. Si le président de la République ne change pas sa manière de voir les choses sur l'enseignement et qu'il ne le confie pas aux véritables experts de l'enseignement, il connaîtra un échec cuisant sur la question. Donc il est temps pour le président de la République de comprendre que c'est une affaire très sérieuse à ne pas donner à des hommes d'affaires ou à ne pas donner aux gens qui ne partagent pas sa vision. Nous avons vu au Congo comment le ministre de l'enseignement est allé défendre son ancien président, leur autorité morale, dans une chaîne de télévision. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Bref, on n'entre pas dedans. Donc le président comprendra que s'il continue avec cette allure, cette belle idée de la gratuité de l'enseignement restera un slogan. Et les gens se moqueront de lui, simplement parce que, non pas parce qu'il avait eu la mauvaise volonté, il a une très bonne volonté, mais il a confié à de mauvaises personnes. Un autre élément important, c'est celui de la faim du Congo. Est-ce que vous savez aujourd'hui en Lingala, comme on dit, maman Baidoyo Kabiso Nabanda, Thompson et Mati, Kuis et Mati, tomate et Mati, sucre et Mati, miliki et Mati, mapa et Komimoukie, comme on dit, mais et Matipé en plus. Alors, quand on regarde toutes ces choses, on se dit, l'alternance veut dire la fin ou l'alternance veut dire la rupture avec un système de prédateurs. Le président de la République, c'est un grand conciliateur. C'est quelqu'un qui s'est fédéré autour de lui. Aujourd'hui, nous sommes dans une alliance, dans une coalition, qui est une coalition entre deux grandes plateformes politiques, le FCC et le CACH, ainsi que leurs alliés respectifs. Il est vrai qu'en politique, chaque camp, chaque individu met en avant son agenda. Mais dans le contexte actuel, l'agenda le plus plausible et le plus prioritaire de tous les agendas, c'est le projet qui a été choisi par les Congolaises et Congolais pour être mis en avant en la personne du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça une réalité qu'on doit d'abord connaître et comprendre. En matière de l'inflation, vous savez, moi j'aimerais vous dire d'abord, on a vu la semaine passée la ministre de l'économie, Madame Akacia Bandoubola, que je salue en passant là où elle se trouve, prendre un bon nombre de mesures. Et en allant sur 4 sites différents pour donner, déposer et faire imprégner la bonne image sur la baisse de prix. Parce qu'ils en ont discuté ensemble au sein de son cabinet et il fallait des réponses. Mais je ne dis pas que c'est suffisant. Ça, c'est madame la ministre qui le fait. Mais Félix Kabala... Je dis que ce n'est pas suffisant. Je peine pour une Monsieur histoire. Bossembe. Est-ce que madame elle est ministre provinciale ou nationale? Est-ce que vraiment on peut résumer Kinshasa, la RDC à Kinshasa? Prendre 4 sites, visiter 4 sites. Et que dire de ceux qui vivent à Idjolo? Que dire de ceux qui vivent à Walikale, à Bunga? Comment vont-ils, eux, vivre cette transformation-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous perdre finalement? Sommes-nous pas en train de rentrer dans la logique de Kabila ou dans la logique bien sûr de Kabila de 18 ans qui résumait le Congo à Kinshasa et quand on faisait deux petites, 3 choses à qui on pensait qu'on a fait quelque chose pour la RDC? Je vais répondre. Ce que Madame la ministre a fait, c'est pour donner une impulsion. Une impulsion sur tout le reste du territoire ou sur la ville de Kinshasa également, que les 4 sites qui ont été choisis, ce sont des sites qui font converger toute une population
en un seul endroit. Aujourd'hui, le grand marché qui est confiné, fermé, ceux qui vendaient dans le grand marché se sont rabattus sur tous ces autres sites. Et ils ont même créé des sites qui ne sont pas autorisés par la loi. On voit maintenant dans chaque commune des étalages partout. Parce qu'ils doivent vivre. Le quotidien du Congolais, c'est de chercher de quoi manger chaque jour. Mais dans un autre angle, j'aimerais expliquer cela dans un terme beaucoup plus technique. Moi, je pense que ce qu'il faut pour notre économie, c'est la concurrence. La concurrence, pourquoi? Elle n'est pas déloyale, une concurrence loyale. Parce que si nous aurons que les mêmes acteurs économiques, les mêmes opérateurs économiques, qui seront des tireurs de ficelles, je n'accuse personne. Concurrence de quoi alors que vous ne produisez pas? Attendez, vous savez, pour produire, il faut avoir aussi des infrastructures nécessaires à soutenir cette production locale. Et c'est la chose à laquelle un vrai plan pour nous sortir de ce marasme afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut toucher le premier secteur de l'économie, c'est l'agriculture. C'est ça le premier secteur, le secteur dit primaire en termes économiques, c'est l'agriculture. Alors ces secteurs-là, pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, il va falloir qu'il y ait une production. Mais cette production doit s'accompagner des outils nécessaires, des infrastructures qui vont permettre à dégager le résultat, le fruit récolté de produits de ce travail, de cette production vers les zones urbaines. Est-ce que vous êtes en train de faire un plan comme ça? Parce que tous les autres pays parlent déjà de l'après-Covid. La RDC est restée le seul pays à ne pas parler de l'après-Covid. Quel est le plan de relance? Non, je ne pense pas. Je pense que le Premier ministre Ilunga est passé au Parlement, au Sénat. Il a répondu à plusieurs questions. Il a parlé de certaines mesures qui doivent... Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Si vous, les plus informés, si vous, l'intellectuel de notre pays, vous avez du mal à retenir ce que lui a dit, est-ce que vous imaginez la peine de 90 millions d'habitants? Ont-ils retenu quoi de la sortie médiatique du professeur Ilunga? Oui, je comprends qu'il peut y avoir eu certaines lacunes de communication et qu'il devait y avoir le service après-vente, comme on le dit dans les termes jargon commercial, que après son passage au Parlement, il a fallu que ces équipes puissent se déployer, expliquer les grandes lignes. Parce qu'aujourd'hui, l'activité humaine est victime dans le monde entier de la pandémie mondiale de Covid-19. Mais ça ne doit pas continuer à être une excuse éternelle. Comme jadis à l'époque, on entendait certains acteurs politiques, quand il y avait la guerre à l'Est, lorsqu'on posait des questions sur l'économie, ils disaient clairement, à cause de la guerre, on ne peut rien faire. On peut avoir la guerre, mais on peut toujours continuer à travailler pour compenser les difficultés que la guerre a comme effet sur l'économie. C'est la même chose avec le Covid, la pandémie Covid-19. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord redonner l'espace, l'ouverture à l'interaction humaine qui est celle qui fait bouger l'activité principale de l'économie qu'on appelle la production, même si on peut utiliser la technologie qu'on a dans le monde entier, dans le pays le plus développé du monde entier. Sachez-les très bien que l'interaction humaine sera toujours capitale et importante, raison pour laquelle il faut déconfiner. Mais déconfiner pour quelles mesures? Il faut déconfiner avec des mesures contraignantes qui permettent à ce que l'humain qui va quitter de sa zone de confinement pour aller vers la zone déconfinée puisse prendre conscience que nous avons une pandémie devant nous qui peut aussi nous tuer parce que nous allons encore être ensemble, peut-être aussi ne pas respecter certaines mesures barrières. Ça, c'est d'abord le premier élément. Très bien. Il nous reste deux éléments pour terminer cette émission. La première, c'est l'avant-dernière, on va dire, c'est le Covid. Nous allons vers un déconfinement progressif. Il faut réouvrir le bar, réouvrir le restaurant. Une question simple. Quand on avait moins de 100 cas de Covid, on avait fermé les écoles, on avait fermé les bars, on avait fermé les boîtes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000. Je ne sais pas si on a atteint 2000, mais on a vraiment dépassé le cap de 1000 personnes, 1500. On a dépassé littéralement ce nombre-là. C'est en ce moment-là qu'on va déconfiner. Alors je me pose la question, on est tombé par la tête. Qu'est-ce qui se passe exactement? Avec moins de cas, vous fermez les bars, vous fermez les boîtes,
Avec plus de cas, vous voulez réouvrir les boîtes, réouvrir les restaurants. C'est un suicide ou vous avez des explications scientifiques qui soutiennent cet argumentaire? L'explication et l'analyse qui est la mienne en ce moment est simple. Lorsqu'on avait peu de cas, on a suspendu toute forme d'activité humaine qui existe dans ce pays. Comme vous le citez, les bars, restaurants, églises et tant d'autres. La raison de cette suspension, c'était de pouvoir appréhender, contrôler, maîtriser une vague qu'on ne connaissait pas. Comment est-ce qu'elle allait faire peut-être des effets ravageux? Vous comprenez? Mais maintenant qu'aujourd'hui, les chiffres sont maîtrisés, quand bien même ils sont à la hausse. On ne maîtrise pas ce qui est à la hausse. Les chiffres sont maîtrisés par rapport à quoi? Les chiffres sont maîtrisés par rapport aux statistiques. Lorsque vous lisez les chiffres, on a plus de contaminés aujourd'hui, on a moins de décès, et les nombres de guéris ne cessent d'augmenter. Donc, c'est un signal, parce que j'interprète les chiffres, hein, M. Bossembe. Qui sont en contradiction terrible, les uns après les autres. Bon. Tantôt c'est 66 personnes, tantôt c'est 22, tantôt c'est 40. Il y a un coin ici au Congo, je ne citerai pas, peut-être ça sera pour vous faire rire, il y a un cas dans une province, ils sont à 10. Depuis qu'ils étaient à 10, personne n'est guéri, personne ne meurt, personne n'évolue. Ils ne sont qu'à 10. Ces gens-là sont têtus, ils ne veulent pas prendre de médicaments ou comment? Parce qu'on les traite, ils ne guérissent pas, ils ne veulent pas non plus mourir. Et bon, et puis à un moment donné, ils ne vont pas en évolution, ils ne vont pas non plus en régression. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un Covid congolais ou un Covid? Non, moi je me dis ceci. Je ne veux pas mentionner les chiffres, j'interprète les chiffres. Il y a une nuance là-dessus. Oui, mais tu dois les mentionner avant de les interpréter. Allez-y quand même. Bon, les chiffres sont connus de tous. Ouais. On sait qu'on a plus de cas. On sait qu'aujourd'hui, les morts n'ont plus atteint un niveau de 10%. Ils sont largement en deçà de 5%. Ils sont autour de 4 à 3%. Donc, on a compris qu'avec le bon comportement, les bonnes mesures, les bonnes décisions des autorités, en commençant par les mesures phares principales à travers les 2 annonces de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sont en train d'être mises en application par les services compétents. Aujourd'hui, je peux dire que si le déconfinement a été décidé, c'est parce qu'il y a la maîtrise et les contrôles de chiffres. Aujourd'hui, on a plus de guéris. C'est vrai, on a plus de contaminés par rapport qu'au début, on a plus de guéris, on a moins de morts et on a de cas suspects. Alors, on ne se moque pas des gens, Félix Kabala. Félix, vous habitez où à Kinshasa? Peut-être c'est secret pour vous. Oui. Mais vous voyez là où vous habitez. Oui. Je vous invite à faire un tour en Djili. Vous comprendrez que c'est le Covid là-bas. Je n'ai même pas besoin Je vous invite à aller faire un tour à Je n'ai même pas besoin de faire un tour à Kinshasa ou bien à Djili. Oui. Au sortir d'où j'habite, là où j'habite, je sais voir c'est quoi. Vous avez vu le raisonnement de Congolais sur le Covid. Alors, ces gens ne respectent aucune règle de distanciation sociale, aucune règle d'hygiène, aucune en tout cas. Mais ces gens-là vivent comme ça depuis longtemps, ils n'ont jamais eu de problème de Covid, cette histoire. Deuxième élément, quand vous dites que vous allez déconfiner quoi en réalité? Parce qu'on vit déjà dans un déconfinement. Ces quartiers comme Lingwala, quartiers comme Barumbu, il n'y a pas de confinement là-bas, ils vivent dans la vie normale. Dites plutôt, moi je propose au comité de Covid de dire simplement que nous allons réouvrir les bars et les boîtes. Point barre. Ne doutez pas qu'on va déconfiner parce que nous n'avons jamais été confinés. Ceux qui étaient confinés, c'était ceux qui étaient à Gombe. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont été confinés au moins des cas que ceux qui n'ont pas été confinés. Alors moi je pense que le président ferait mieux de faire comme il a fait dans les 100 jours. Ça veut dire que la justice essaie de regarder dans cette affaire du Covid. Et je suis très convaincu qu'on arrêtera beaucoup des farceurs qui ont pris l'argent de l'État pour rien et qui s'amusent avec les gens inutilement. Je suis très convaincu que le président va le faire. Et vous allez voir comment les gens vont être arrêtés parce qu'ils veulent jouer avec les gens inutilement, prendre les Congolais comme si on était des petits-enfants et jouer avec nous. Bref, on va laisser ces sujets. Il y a un autre sujet. Alors, celui-là est le plus grand. Et je voudrais qu'on termine par là. Félix Kabala, Jean-Marc Abound est tombé. Le président vient de recevoir une très bonne gifle en plein visage. La présidente de l'Assemblée nationale a rencontré le président le matin. Ceux qui se sont dit, on ne sait pas. Mais curieusement, le soir, Jean-Marc Abound tombe
dans l'insolence la plus extrême. On pensait que bon, Jean-Marc Abound, disons Jean-Jacques Mamba, allait lui aussi être arrêté pour faux et usage de faux. Et puis, annuler la décision. Mais bizarrement, Mamba est dehors. Alors dites vrai, avouez-vous vaincu quand même. On peut avoir reçu un coup, mais on n'a pas reçu une gifle. Un coup peut être une bousculade. Un coup peut être une engueulade. Un coup peut être quelque chose qui a été boutiqué et que l'on ne connaissait pas. On est surpris de ce qui se passe. D'abord, recadrons les choses. La raison pour laquelle, parce que je l'appelle toujours le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison. Par rapport à la légalité de la pétition qui est le soubassement ayant permis à ce que l'Assemblée nationale passe en force avec un vote pour le mettre de côté. Je parle ici de Jean-Marc Abound Akaboun. Nous devons comprendre une chose. Déjà, lorsque les instances compétentes au niveau de la justice ont été saisies sur la matière de l'irrégularité de cette pétition, j'aurais, selon moi, même selon ceux qui sont des âmes averties, vous êtes un juriste, vous connaissez de quoi je parle, j'aurais pour moi pensé que l'Assemblée nationale aurait attendu l'issue de la finalité provenant de la justice afin de se prononcer. Mais ils ne l'ont pas fait, ils sont allés en force. Pourquoi je dis sont allés en force? C'est parce que la pétition elle-même est entachée d'irrégularité pour faux et usage de faux. Ou peut-être parce qu'ils ne vous respectent pas du tout. Vous savez, je ne veux pas aller dans tous ces genres de considérations. En politique, c'est le contexte dans lequel nous nous retrouvons qui a fait que l'on puisse travailler ensemble. Et nous allons respecter ce contexte politique qui est la coalition. Mais nos amis ont choisi d'aller avec le muscle numérique. Je ne dis pas physique. Le muscle qu'ils ont démontré ne sont pas des muscles, je peux dire, légaux. Ce ne sont pas de muscles qui sont des muscles comme s'ils avaient raison. Ce sont des muscles numériques. Ils ont juste usé de leur supériorité numérique pour faire un passage en force. Je cite ici. Vous savez, lorsque l'on libère l'honorable Jean-Jacques Mamba, que je connais très bien, particulièrement, que j'ai connu de tout ce temps, je ne veux pas dire qui il est pour moi, comment je l'ai connu, je préfère m'arrêter là, je le connais très bien. C'est un monsieur intelligent, c'est un monsieur à qui je reconnais certaines qualités, mais je pense que sa procédure, là où il est allé, le chemin qu'il a pris, est trop complexe. Parce qu'ici, la Cour décide de le libérer. Vous savez très bien, en matière de droit, dans l'instruction d'une affaire, il y a toujours deux cas. La forme et le fond. À défaut d'être contredit, je serai complété par ceux qui ont la matière, vous y compris, même si vous êtes journaliste. Lorsque déjà la forme souffre d'une certaine, entre guillemets, problème d'irrégularité que je mets entre guillemets, selon ce que certaines personnes disent, on ne peut pas s'attaquer au fond. Ouais, mais tout ça, on est déjà là. Alors, dans la forme, on est au niveau... Dans la forme, par rapport à l'article 107 de la Constitution et du règlement d'ordre intérieur, sur l'angle de la session courante, les députés est protégé. Et c'est sur cette base-là que la Cour a prononcé l'arrêt de poursuite, mais après la session, tout va reprendre. Félix Kabala, d'où je suis pas là. nous, l'UDPS, oui. Je peux dire ceci, quand bien même je parle pour le président de la République, nous sommes le parti présidentiel. Le président de la République n'est pas un orphelin politique, il vient d'un parti politique, quand bien même il reste au-dessus de la mêlée. Moi, je suis d'accord avec vous. Ma question est simple. Est-ce que vous allez remplacer ou boycotter? Le communiqué est clair. Le communiqué de qui? De l'UDPS, le parti présidentiel. Ah, vous allez boycotter. C'est pas un boycott. Mais c'est quoi alors?
c'est juste rétablir la vérité. Mais pendant tout ce temps, Pendant tout ce temps, les conséquences seront tirées. Rétablir la vérité, c'est-à-dire la question d'interroger la régularité de la procédure et de la pétition sera, les réponses viendront des instances compétentes de la justice. donc le président soutient M. Kabound. Le président observe la décision et ne peut pas se mettre en avant dans une position partisane. Il observe quelle décision du parti? Il observe ce que les uns et les autres ont décidé, de la même manière qu'il a observé la décision. Vous jouez l'équilibre, vous jouez Non, à mais l'équilibre, de- à une sorte d'équilibrisme que je ne comprends pas. Ma question est simple. Allez-y. Le président soutient-il M. Kabound avec la décision de l'UDPS ou le président soutient la décision des autres membres de l'UDPS qui estiment qu'on ne peut pas céder? Le poste du premier vice-président n'est pas un poste, réservé à M. Kabound, mais plutôt réservé à l'UDPS qu'il faut changer, remplacer et envoyer quelqu'un d'autre. Le président de la République soutient le bon fonctionnement des institutions. C'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle il a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Qu'il Mabunda, n'a pas écouté en tout cas. quand bien même le résultat, plus tard dans la soirée, était autre, le président de la République, en bon démocrate, qui respecte l'état de droit, a observé, regardé la Est-ce que vous décision, comprenez que et je- c'est de la même manière qu'il observe la décision du parti présidentiel, qui est de ne pas envoyer un autre candidat en lieu et place de Jean-Marc Kabound. Cela ne voudrait pas dire que c'est quelqu'un extraordinaire, qui est indispensable, Non, je ainsi suis de pas suite. là-bas. Non, l'affaire ici, c'est quoi? L'affaire ici, c'est de ne pas succomber à l'injustice de nos amis. Supposons qu'on envoie un autre cadre, qu'on met en avant. Que sera dit? Qu'est-ce que l'opinion publique dira? Et connaissant nos amis, qu'est-ce que leurs services médiatiques diront? C'est ça la bonne question. Voilà, c'est nous qui contrôlons la situation. Vous allez aller avec cette C'est situation nous jusqu'où? qui avons la maîtrise de la situation. La question, c'est que vous allez aller avec ça jusqu'où? Il faut attendre la fin de la session parlementaire. Pendant qu'on attend la fin de la session parlementaire, M. Kabound, le président AI de l'UDPS, est dans ce droit de pouvoir saisir la justice afin que le droit puisse être dit sur l'irrégularité de la procédure ainsi que l'irrégularité de la pétition en elle-même. Voici Parce que ce c'est que- cette pétition qui a créé cette irrégularité. On va terminer cette émission. Vous avez suivi les posts du professeur André Mbata? J'ai lu. Vous avez lu le tweet de M. Kitengezu? Je l'ai lu. Vous avez lu donc tous les autres tweets des membres de l'UDPS? Je les ai lus. Ils ont dit ceci, ils vont remplacer quelqu'un à ils vont envoyer quelqu'un de l'UDPS à ce poste-là et que le président ne serait pas induit en erreur. Le président de la République ne peut pas être induit en erreur dans cette procédure. Moi, je suis une personne très légaliste. Je ne peux pas combattre le parti qui a fait de moi la modeste personne qui échange avec vous. Vous n'êtes pas en train de combattre votre parti. Le parti a pris une décision. Le parti a consulté l'autorité suprême de la République. C'est un parti présidentiel. Je dois bien le Les signaler. membres de l'UDPS disent qu'ils n'ont pas été consultés, Félix Kabala. Les membres de l'UDPS seront, bien entendu, autour d'une table pour évaluer, si je ne me trompe, évaluer les contours de ces communiqués de l'UDPS. Je comprends que certaines personnes puissent exprimer leurs intentions. Je ne suis pas contre que ce poste-là peut revenir aussi à une autre personne. Je ne suis pas contre. Qui vous voyez? Mais Le profil de attendez, qui vous voyez là-bas? mais non, d'abord attendez. On ne peut pas parler, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. On ne peut pas parler de remplacer quelqu'un qui a été victime d'une injustice. Que la justice d'abord soit faite sur l'affaire. On ne peut pas dire, ok, on va mettre quelqu'un en avant. Si on doit mettre quelqu'un en avant, écoutez, moi, mon analyse est claire. Moi, je ne veux pas entendre dans mes oreilles nos amis, à travers leurs services de communication médiatique, dire que voilà, bandimi kotinda moto mususu kuna, c'est que koti bango, Mais bazu pena mbata. il y a un de Bogosala, parce que Nous ne pourrons le faire que lorsque
la justice, le droit sera dit après que toutes les instances ont été questionnées sur la problématique, M. Bossembe. Et en ce moment, si les UDPSiens estiment que M. Kabound n'est pas celui qui doit être envoyé là-bas, ou s'il est rétabli dans ce droit, moi, je ne condamnerai pas cela. Mais si ils disent que nous devons choisir une autre personne, mais avant de le faire, on va en discuter. Ce ne sont pas des débats à mettre sur la place publique à tout moment. Il faut en parler en interne, mais entre-temps, se battre d'abord pour rétablir la justice afin que le droit puisse être dit. Merci beaucoup, Félix Kabala. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir. On se retrouve samedi, peut-être, la semaine prochaine, sauf si l'actualité évolue tellement. Peut-être que l'actualité peut évoluer demain ou après-demain. On peut attendre toujours autre chose. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie, M. Christian. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allais-je dire, merci d'avoir été nombreux, merci de nous avoir suivis, merci de vous abonner et merci de vous présenter pour être un prochain invité. Le plateau est ouvert, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Congolais, unis par le sang.